Bonjour les formateurs et formatrices. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on prépare une formation pour le lendemain. Donc c'est surtout pour les formateurs qui sont débutants, qui n'ont pas de formation de formateur et qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc je vous explique pas à pas et étape par étape. Donc j'anime des formations pour les formateurs, notamment en ludopédagogie et VAE pour ceux qui veulent passer leur diplôme. La base déjà, quand vous arrivez, c'est de préparer votre salle. Donc surtout, les laissez pas comme ça, comme sur la photo, c'est-à-dire comme à l'école, au collège ou au lycée, en rang d'oignon. C'est très infantilisant. Donc je vous invite à mettre votre salle en U. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on prépare une formation. J'ai pris deux exemples pour vous aider. Un exemple qui est très technique, donc j'ai pris, comme j'accompagne déjà des formateurs, j'ai pris des exemples que je connaissais bien. Donc là, la première, c'est auxiliaire de vie. Donc, elles aident, les auxiliaires de vie, elles aident les personnes âgées, elles vont à leur domicile, à entretenir le domicile de la personne âgée et surtout à entretenir leur linge. Donc, c'est des formations pour apprendre aux personnes âgées à le faire. Donc, elles ont beaucoup de gestes à acquérir, notamment pour pas se faire mal, pour pas avoir trop de courbatures, parce que les journées sont très intensives. Elles ont des procédures à respecter, notamment des procédures d'hygiène et des outils à utiliser. Donc c'est valable aussi pour les formations hôtellerie, restauration, cuisine, bâtiment, sécurité. Donc toutes les formations qui sont très pratiques. Et j'ai voulu aussi prendre une formation en management parce que je forme beaucoup de managers, donc c'est une expérience que j'ai et une expertise. Et donc c'est comment gérer une équipe, comment utiliser un management participatif. Donc vraiment pour travailler sur les savoir-être. Le début de votre formation, c'est déjà choisir un titre qui va être très court, très clair et très concret. Donc, par exemple, qui est relié à une compétence pratique liée à leur métier. Donc, la mise en place d'une nouvelle procédure pour les salariés ou alors aider les personnes âgées à entretenir leur linge. Ensuite, on définit des objectifs. Alors, vos objectifs, pareil, ils doivent être très concrets. À la fin de votre objectif, vous devez pouvoir donner un chiffre. Par exemple, si c'est mémoriser les produits d'hygiène qu'on doit utiliser ou mémoriser les outils qu'on doit utiliser ou mémoriser les éléments à prendre en compte sur une procédure pour les managers, etc., etc. Derrière, vous devez pouvoir donner un chiffre. Le groupe doit pouvoir donner un chiffre. Donc, votre objectif doit être mesurable. Faites attention qu'il est assez court, de ne pas donner des objectifs trop larges. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment que l'apprenant retienne à la fin de votre journée. Il vaut mieux un élément que 10 éléments non retenus. Donc, essayez de ne pas être au-dessus de 2 à 3 objectifs par jour. Déjà, c'est beaucoup. Normalement, c'est un objectif par demi-journée, un pour le matin, un pour l'après-midi. Des exemples d'objectifs, je vous en ai donné. Donc, il commence par un verbe, assurer l'entretien du linge. Donc, vous pouvez mettre aussi être en capacité, mais je vous conseille surtout d'avoir un verbe d'action en début, comprendre, mémoriser, utiliser, etc. Le but des objectifs, c'est de donner du sens, de pouvoir expliquer les contenus de formation et ensuite que l'objectif permette à l'apprenant de visualiser ce qu'il va faire dans son métier pour pouvoir se projeter. Ça s'appelle la taxonomie de Benjamin Bloom. Donc Benjamin Bloom, il explique que quel que soit le secteur professionnel, les objectifs doivent être par étapes, fonctionner par étapes et doivent partir de l'objectif du plus simple pour aller vers l'objectif le plus complexe, le plus technique. Donc au début, on leur demande d'acquérir des compétences
de mémoriser des éléments, de mémoriser du vocabulaire, mémoriser des procédures, de les comprendre, etc. Et ensuite, les derniers objectifs, on va vraiment vers de la pratique. Donc, c'est mettre en place, animer, euh, améliorer, créer. Par exemple, je donne toujours l'exemple d'une recette. Au début, on doit comprendre la recette, comprendre les ingrédients avant de pouvoir faire la recette. C'est pas parce qu'on lit une recette qu'on sait faire la recette. Pour le linge, c'est pareil. C'est pas parce qu'on lit des étiquettes de lavage qu'on sait laver du linge, par exemple, sans le faire déteindre. Animer une réunion pour les managers, c'est pareil. C'est pas parce qu'on sait lire une procédure que on sait animer une réunion qui soit vraiment dynamique et efficace et productive. Donc, tous vos activités de début de formation vont être plus sur de la théorie, mais vraiment, la fin de vos objectifs, il faut vraiment mettre en place des objectifs concrets pour que le groupe puisse mémoriser et monter en compétences. Au début, pour préparer votre formation, vous devez trouver, moi c'est un conseil que je vous donne, hein, toujours à prendre ou à laisser sur cette chaîne YouTube, euh, c'est utiliser des vrais documents professionnels. Alors, par exemple, sur la formation dans le linge, essayez de découper dans vos vêtements 2-3 étiquettes de linge pour leur amener de vraies étiquettes. Ou alors, essayez de demander à l'IA de vous reproduire des étiquettes de linge et faites-les analyser ces vraies étiquettes de linge. Par exemple, faites-les analyser des pictos. Il y a des pictos sur les étiquettes de linge, analyser ce qu'ils doivent faire, ce qui est interdit, etc. Comment c'est écrit, c'est toujours présenté de la même façon, donc analyser la méthode, la méthodologie de comment est présentée l'étiquette. Donc bref, faites-les travailler sur des supports professionnels. On dit des supports en contexte, en fait, contextualisés à votre métier. Pour le management ou pour d'autres formations, moi, ce que je vous conseille, c'est d'amener vraiment et de faire lire la vraie note de service, la vraie réglementation, la vraie procédure et les faire travailler sur le vrai document. Par exemple, vous pouvez découper la procédure et sous forme d'activité ludique, leur demander de découper en petits bouts et de leur demander en travail de groupe de reconstituer la procédure avec toutes les petites parties du papier. Voilà, vous pouvez utiliser des activités ludiques pour leur faire lire vos supports pédagogiques, mais partez toujours de vrais documents professionnels. Alors par exemple en sécurité, ça peut être la méthodologie, par exemple, pour les équipements de protection individuelle, les EPI. Ça peut être des procédures, pareil pour incendie, formation sur les extincteurs, etc. La cuisine, ça peut être des lectures sur des vraies fiches de recettes, etc., etc. Le bâtiment, ça peut être des activités sur des plans. Mais voilà, essayez d'avoir les vrais documents que vous utilisez dans vos métiers. Ces documents, il va falloir les trier, les classer par catégorie et surtout les synthétiser. Alors ça, c'est un travail que j'adore parce que c'est vraiment notre cœur de métier. Donc je vous conseille de... bon, avant, on étalait tout sur la table parce qu'on avait des versions papier. Aujourd'hui, vous pouvez tout ouvrir vos PDF sur l'ordinateur. Ça m'étonnerait qu'en termes de RSE, on évite d'imprimer. Et ensuite, vous les triez du document le plus simple au document le plus complexe à lire et à mémoriser. Donc au début, vous allez vraiment avoir toutes vos théories pour aller jusqu'à de la pratique. Vous pouvez créer ce qu'on appelle un scénario pédagogique général et un scénario pédagogique détaillé de toute votre formation, donc timing par timing, heure par heure, ce que vous faites de 9h à 9h30, de 9h30 à 10h, 10h, 10h30, et comme ça, vous allez jusqu'à 17h, 17h30. Par 30 minutes, vous essayez d'avoir une technique d'animation différente
un exercice différent et de pouvoir avoir des fiches récapitulatives, par exemple synthétiques, avec des mots-clés, des phrases courtes, des phrases types à mémoriser, et d'avoir un programme qui relie le tout, toute votre formation. Au début, la première activité, elle doit vous aider à comprendre ce que le groupe sait déjà sur la formation que vous allez animer. Donc, par exemple, si c'est du management participatif, demandez aux managers, est-ce qu'ils ont déjà été managés comme ça? Est-ce qu'ils peuvent donner des exemples de management participatif? Est-ce qu'ils peuvent donner des limites de management participatif? Qu'est-ce qu'ils ont aimé? Est-ce que eux l'ont déjà vécu? Est-ce qu'ils l'ont déjà utilisé? Voilà, faites-les réfléchir avec 2-3 questions sur le sujet que vous allez proposer. Ça s'appelle la méthode inductive. C'est important de faire réfléchir le groupe avant de démarrer votre formation parce que ça leur permet de mémoriser et surtout de relier ce que vous allez dire à des vrais exemples concrets et professionnels. Pareil pour le linge. Est-ce que vous avez déjà été chez des personnes âgées? Est-ce que vous avez déjà vu des étiquettes de linge? Qu'est-ce que vous trouvez sur une étiquette de linge? Si vous deviez créer une étiquette de linge comme ça, qu'est-ce que vous metteriez dessus, etc. Donc, trouver une activité qui les fait réfléchir. Ici, sur la photo, c'est l'activité des post-it. Donc, vous pouvez aussi les étaler sur un mur. On appelle ça le mur des post-it. Donc, sur chaque post-it, ils vont expliquer tout ce qu'ils connaissent du sujet. Ça, c'est très important. Ça va donner du sens à votre activité. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode de post-it. Évidemment, aujourd'hui, en termes d'écologie, on utilise des brouillons au lieu d'utiliser des jolis post-it de couleur. Vous pouvez aussi faire des brainstorming, c'est-à-dire vous mettez une question au tableau ou au rétroprojecteur et le groupe donne plein d'idées sur le sujet. Ça va si vous avez un groupe qui n'est pas trop timide le matin parce que sinon ils n'osent pas participer. Moi, je vous conseille plutôt, si c'est un groupe timide ou de jeunes, surtout de ne pas les forcer parce que vous allez les perdre et c'est trop infantilisant d'être forcé. Et donc, plutôt d'utiliser les méthodes des post-it parce qu'au moins, ce sera anonyme et ils oseront donner des idées. Et ce que je fais aussi, c'est souvent un travail en groupe. Donc, je leur demande d'être en binôme ou en groupe de 3 ou 4 et de réfléchir à ce qu'on vient de dire en disant qu'ils ont le droit de se tromper, hein, comme c'est écrit, et qu'ils ont le droit à l'erreur, qu'on est là pour apprendre et que c'est pas grave. Il faut toujours rassurer le groupe avant de mettre en place une activité. Surtout quand vous faites ça, vous donnez par exemple 10 minutes, donc il faut un timing, et après, il faut une synthèse de tout ce que le groupe a dit, donc sur 10 ou 20 minutes, ce qu'on appelle une restitution collective. Donc le matin, essayez d'avoir des activités quand le groupe ne se connaît pas encore ou ils n'ont pas besoin de prendre la parole devant tout le monde. L'après-midi, quand la dynamique de groupe est déjà bien enclenchée, vous pouvez leur demander de prendre la parole devant tout le monde et d'animer des brainstorming. Vous pouvez aussi donner votre place et que ce soit eux qui animent le brainstorming à votre place. Ça, c'est une technique que j'utilise souvent et ça les fait un peu bouger. En plus, il y en a certains qui adorent être au tableau, notamment celui qui est un petit peu leader dans le groupe ou celui qui est un peu bavard ou qui a envie d'être debout. Donnez votre place régulièrement et dites-lui de prendre votre rôle de formateur et d'expliquer au groupe et d'animer l'activité. Quand le groupe se connaît bien, vous pouvez démarrer par des brainstorming. Les pauses, très très important, toutes les heures et demie, pour que le corps puisse déjà se lever, s'étendre. Il y en a qui ont mal au dos, qui ont besoin de lever les bras,
il y en a, moi par exemple, j'ai envie d'un café au bout d'1 heure et demie, même l'après-midi, il faut que j'aille boire. On a besoin d'aller aux toilettes, donc 1 h 30, ça correspond à un rythme physiologique. Donc ce qu'on fait, c'est que on essaye de diviser nos journées comme ça. On démarre à 9 h, on travaille jusqu'à 10 h 30. On donne une pause 10 h 30, on donne une pause de 15 minutes, on reprend à moins le quart. Surtout, donnez toujours l'heure de retour, c'est très très important. Expliquez l'heure où ils ont le droit d'aller fumer, par exemple, parce qu'aujourd'hui, fumer dans des organismes de formation, bien souvent, il faut ressortir sur le parking, notamment dans les lycées, et c'est un peu chiant, un peu compliqué. Et l'après-midi, pardon, après on reprend de 10 h 45 jusqu'à 12 h 15. On fait une synthèse de 12 h 15 à 12 h 30. On reprend à 13 h 30 jusqu'à 15 h et pareil l'après-midi jusqu'à 17 h. Deuxième activité, essayez que ce soit très concret, très pratique, donc que ce soit le groupe qui participe. Vous devez toujours parler moins que le groupe. On doit faire dire et on doit faire au moins 80% de nos journées. Ça leur permet de mémoriser. Quand ils vous écoutent, en fait, ils vont mémoriser seulement 10% des informations que vous allez donner. Si vous leur faites dire et que vous leur faites faire, ils vont mémoriser jusqu'à 90% des informations que vous allez donner. Donc surtout, à chaque fois que vous allez vouloir expliquer quelque chose, demandez-vous comment vous pouvez leur faire dire, comment vous voulez leur faire faire. Donc ça peut être des flashcards de mémorisation, ça peut être répondre à des questions, créer une carte mentale, créer un exposé, expliquer aux autres. Là, pour le coup, les étiquettes, ils peuvent les trier. Résumer une procédure, la présenter à l'oral. Voilà, il y a plein d'activités en pédagogie active qui existent pour que le groupe puisse travailler et être productif et puisse mémoriser un maximum. Donc ensuite, essayez de mettre en place en fin de journée des activités de synthèse et d'ancrage. Donc par exemple, demandez au groupe de résumer et donner toujours une contrainte. Soit ils résument en 3 paragraphes, en 1 page, en 300 mots, c'est ça des contraintes. Donnez aussi une contrainte de temps, ça doit être fait en 5 ou 10 minutes parce que sinon le groupe va trop rentrer dans le détail et il ne va pas être assez productif. Pour que les groupes puissent être très productifs, il faut toujours qu'il y ait une contrainte de données pendant la consigne. J'ai oublié de dire que ancrage avec un A, ça vient de l'encre du bateau qui permet de faire mémoriser. Voilà pourquoi on utilise un A au terme d'ancrage. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en place beaucoup de mises en situation pratiques, ce qu'on appelle aussi des jeux de rôle ou des simulations professionnelles. Donc là, donnez vraiment un rôle comme si vous étiez sur le terrain. Évidemment, vous réduisez. Par exemple, moi, sur une formation management, ils donnent juste l'ordre du jour de leur prochaine réunion. Mais l'ordre du jour, en 3-4 minutes, ça suffit pour qu'on fasse un retour au manager sur sa communication verbale, sa communication non verbale, comment il se tient, comment il se présente, est-ce qu'il arrive à gérer son stress, à regarder le groupe dans les yeux, à balayer du regard, etc. etc. Est-ce que les phrases sont bien choisies, les mots-clés sont bien choisis. Donc des fois, seulement 3 minutes de mise en situation vous permet d'évaluer un salarié. Donc surtout, ce qui est très très important, c'est de mettre en place de la pratique pendant vos journées de formation. Il vaut mieux perdre un petit peu de temps et que ce soit vraiment très concret, très productif, plutôt qu'ils vous écoutent toute la journée et qu'ils ressortent qu'avec 10% de vos informations. Préparez vos documents administratifs avant de rentrer en formation. Donc des documents pour les formateurs, il y en a une dizaine, je ne les ai pas tous listés. Vous pouvez les trouver sur le site de la DRETS,
les documents qui sont bien, je trouve, le site qui est intéressant de la DRETS, parce que les DRETS, ils ont un site par région, c'est celui des Hauts-de-France, donc à Lille, où vous avez tous les documents administratifs que vous pouvez télécharger. Donc il vous faut votre liste de participants, d'apprenants, des feuilles d'émargement, convocation pour avoir l'adresse et l'heure de la formation, vous donnez des enquêtes de satisfaction en fin de stage, on distribue aussi des attestations de fin de formation en fin de stage. Normalement, dans leur mail, ils doivent recevoir une convocation. Une convention de formation, c'est un peu comme votre contrat de travail. En fait, ça définit un peu les heures, les horaires, il y a le numéro de SIRET et tous les éléments qui sont importants pour cette formation au niveau administratif. Vous devez aussi avoir votre support de cours, votre scénario pédagogique général heure par heure, et tous vos outils. N'oubliez pas votre trousse, bon, même si maintenant on utilise moins les tableaux, mais c'est toujours bien d'avoir des Velleda, des marqueurs Velleda. Il y en a qui sont jetables, j'ai acheté des Velleda RSE. D'avoir des brouillons, moi j'ai mes jeux, j'ai un dé par exemple, toujours dans ma trousse, j'ai des post-it, la pâte à fixe, de l'aimant, etc. Donc prévoyez bien votre matériel. Exemple de déroulé. Donc à 9 h, vous accueillez votre groupe. Donc là, c'est le moment où vous vous présentez vous d'abord. Donc ça donne de la légitimité par rapport à votre expertise de présenter votre parcours professionnel. Et je vous invite à présenter seulement votre parcours professionnel, de ne pas parler de ce qui est privé parce que ça met trop d'affect dans les groupes. Plus vous allez mettre de l'affect et plus vous aurez des conflits à réguler. Parce que trop d'affect tue l'affect. Donc restez sur un parcours professionnel et demandez-leur à eux uniquement leur parcours professionnel. Essayez, pareil, de donner une contrainte de temps. Sinon, ils vont prendre trop de temps sur votre contenu de formation. Vous pouvez, par exemple, mettre un sablier sur la table ou un chrono, ou alors de leur demander une contrainte, par exemple, en 3 phrases. Ensuite, au préalable, pardon, il faut présenter le programme de formation. Donc là, je vous invite à projeter le titre de la formation, projeter les objectifs, les compétences qu'ils vont acquérir et le déroulé de leur journée, étape par étape. Ça, c'est l'accueil. La dernière chose qu'il faut faire dans l'accueil, c'est poser le cadre. C'est-à-dire que demandez-leur, faites une slide avec « ils doivent s'écouter, ils doivent travailler ensemble ». Ils ont aussi le droit de poser des questions. Ils ont le droit de se tromper. Bref, les droits et les devoirs quand on est en formation. Donc, posez le cadre. Vous pouvez faire sous forme d'activité ludique. Ensuite, on fait une première activité, donc leur faire découvrir le vocabulaire, par exemple, ou sous forme de méthode inductive, ce qu'ils savent déjà de votre thématique. Et surtout, adapter ensuite votre contenu. Redites pas ce qu'ils savent déjà. C'est-à-dire que vous allez adapter votre contenu au niveau du groupe. Voire, vous pouvez faire 2 sous-groupes, s'il y en a qui savent et d'autres qui ne savent pas. Travailler avec le groupe qui ne sait pas et le groupe qui sait déjà et qui a déjà certaines compétences, vous pouvez leur demander d'acquérir les compétences suivantes. Ensuite, on fait une pause donc à 10h30, on reprend pour la deuxième activité, on fait une restitution, une synthèse de la matinée à midi. On va manger midi et demi et l'après-midi on reprend pareil. Alors 13h30, 15h, c'est très compliqué comme heure à animer. Là, c'est pédagogie active obligatoire. Vous pouvez mettre en place des enquêtes comme un cache investigation, un jeu de loi. Vous pouvez mettre en place les flashcards, du travail de groupe, des jeux de rôle, des mises en situation. Il faut vraiment que ce soit pratique parce qu'après le repas, même nous, on a un coup de barre. Donc vous imaginez quand on doit écouter, c'est très compliqué pour les apprenants. Donc, essayez d'avoir des activités qui soient très ludiques, très concrètes, très pratiques et surtout dynamiques, interactives et engageantes. Et on fait la pause à 15h, 15h15 et on reprend jusqu'à 17h. Donc pareil, en fin de journée, servez-vous de la fin de journée pour faire récapituler ce qu'ils ont appris, leur faire synthétiser. Il vaut mieux une activité de moins, mais que le reste soit compris et mémorisé.
et surtout que le transfert professionnel dans des situations professionnelles de travail soit bien acquis. Donc voilà pour la préparation de votre première formation. Je suis allée un peu vite, j'espère que vous avez réussi à suivre. Je vais faire d'autres vidéos pour vous montrer comment on peut animer les cours autrement, parce que moi je me forme en pédagogie active depuis 30 ans. Comment on rend des contenus théoriques en activité ludique et comment on fait pour préparer tous ces supports. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à préparer votre formation. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour du coaching si vous voulez que je vous aide soit à créer vos jeux pédagogiques, soit à préparer vos formations, voire à utiliser l'IA, parce que moi je me suis beaucoup formée, je l'utilise depuis 2 ans. Je vous invite à regarder Gamma pour créer vos PowerPoint, Claude pour vos mises en page d'exercices et la création de vos exercices, et ChatGPT m'aide beaucoup sur la reformulation de mes contenus de formation, notamment les théories. Je vous invite aussi à passer votre TP-FPA, notamment en VAE, si vous n'avez pas le temps de suivre la formation. Et j'ai aussi créé une formation de formateur en ligne spéciale ludopédagogie. Merci à vous d'être aussi nombreux à suivre mes vidéos. Je suis ravie et vous présenter de plus en plus en présentiel dans mes formations pour qu'on puisse se connaître et créer du réseau. Donc, je vous remercie beaucoup et j'ai hâte de rencontrer les futurs formateurs. À bientôt!